Bonsoir, dernière session, bravo aux courageux. On va parler de tumeurs dans l'ensemble rares, à savoir les sarcomes des tissus mous et les tumeurs pédiatriques. Alors il y aura avec moi 3 orateurs, ne soyez pas surpris, ce n'est pas un tour de magie, comme il n'y a que 3 chaises ou 3 fauteuils et que j'en occupe un. Il y en a 2 pour le moment qui sont avec moi, Clément Sénon et Benjamin Verret, mais on aura ensuite Pablo pour les tumeurs pédiatriques. On y va avec les sarcomes des tissus mous? On y va. Alors, la première étude dont je vais vous parler, ne peut pas être très originale par rapport à ce qui a déjà été présenté sur tout l'ASCO, on va parler d'immunothérapie. Alors, on s'était quitté sur le post-ESMO avec les résultats de Accès-Pembro qui retrouvait grosso modo un taux de réponse aux alentours de 5% et qui identifiait certains sous-types histologiques rares tels que le sarcome alvéolaire des parties molles ou le sarcome épithéloïde comme potentiellement plus sensibles à l'immunothérapie avec des taux de réponse aux alentours de 30%, mais finalement pas beaucoup de biomarqueurs pour supporter ça. Notre collègue Antoine Italiano a présenté à l'ASCO une extension de cohorte de l'essai Pembro-Sarc sur les sarcomes TLS positifs. Alors Pembro-Sarc, les résultats avaient été rapportés il y a déjà quelques années maintenant. C'était du sarcome tout venant, du giste au sarcome indifférencié, au leiomyosarcome, et qui retrouvait un taux de réponse à peine plus important que 2%. Depuis, la biologie moléculaire est passée par là et grâce aux études du TCGA notamment, on a pu identifier différents clusters de sarcomes avec des signatures immunologiques plus ou moins enrichies, notamment ce cluster E qui représentait 17% de l'ensemble des sarcomes et qui correspondait à une surexpression, enfin une surreprésentation de lymphocyte B et de lymphocyte T et une surexpression d'immune checkpoint tels que PD1 et PDL1. Et de façon intéressante, ça c'est au point de vue moléculaire, mais d'un point de vue histologique, on retrouvait chez ces sarcomes la présence de TLS ou structure lymphoïde tertiaire. Alors qu'est-ce qu'un TLS ? Pour résumer, on pourrait dire que c'est le paroxysme du TILS, du lymphocyte infiltrant la tumeur, où finalement les lymphocytes cette fois s'organisent pour donner des structures qui vont ressembler à des ganglions avec un centre germinatif et des lymphocytes à différents stades de maturation. Et en fait, ça s'évalue assez simplement en immunohistochimie en utilisant un marquage CD3, CD8 et CD20 avec une évaluation qui se fait, c'est important, au sein du lit tumoral. Alors l'étude présentée, c'est donc une extension de cohorte de Pembro-Sarc. Pembro-Sarc étant l'association d'endoxan métronomique associé au pembrolizumab de 100 mg. L'idée de l'endoxan métronomique était que ça pouvait être éventuellement immunomodulateur. Et dans cette cohorte, on a sélectionné des sarcomes TLS positifs évalués par relecture centralisée. Le critère de jugement principal était le taux de non-progression à 6 mois. Alors, pour les caractéristiques initiales, on va faire vite. Il faut se concentrer surtout sur le sous-type histologique. Un peu plus d'un tiers de liposarcome dédifférencié, 17% de sarcome indifférencié, quelques sarcomes épithéloïdes, et puis comme souvent dans le sarcome, beaucoup d'autres, et de sous-types rares, avec quelques tumeurs desmoplastique à petites cellules rondes, du leiomyosarcome, etc. Et donc voici le taux de réponse, quasiment multiplié par 10, à près d'un tiers de taux de réponse dans ces populations sélectionnées. Alors, de façon intéressante, les auteurs sont allés revoir du coup dans la cohorte initiale de Pembro-Sarc si les patients étaient TLS négatifs ou positifs, et ben l'ensemble était négatif, sauf le seul patient qui avait répondu. En termes de PFS, qui était le critère de jugement principal, on est sur 40% de non-progresseurs à 6 mois. Bon, le follow-up n'est pas forcément très important. On n'a pas non plus les très belles courbes qu'on peut voir dans le mélanome avec ces queues de courbes très prolongées, mais en tout cas, lorsqu'on compare, même si ce n'était pas randomisé par rapport à la cohorte non TLS positif, un vrai bénéfice en médiane de PFS à plus de 4 mois. Et en termes de suivi global, une médiane de suivi global à près de 18 mois dans cette population TLS positive. Est-ce qu'on est à l'aise pour penser que ça n'est pas l'histoire naturelle spontanée de ces malades? De ces sous-types de sarcomes. Alors c'est ça qui est pas... Alors, non dans le sens où on a un vrai signal d'efficacité sur le taux de réponse. C'est sûr que ça se transforme modérément sur la PFS, ça reste des malades pré-traités, ça reste aussi, bon là il y a de l'association avec l'endoxan mais de la monothérapie. Ce qui est sûr, c'est que ça, c'est pas le biomarqueur parfait, mais ça fait passer un sous-type
tumorale étiquetée immunoréfractaire à on identifie une sous-population, certes pas parfaite, mais chez qui il faut concentrer très certainement les essais d'immunothérapie dans le futur. Super. Hop. Clémence, tu nous parles des synovialo? Entre autres. Entre autres. Entre autres. Eh ben, vas-y, on t'écoute. Alors moi je vais vous montrer les résultats de l'essai SPER-ED1, qui est un essai de phase 2 qui évalue en fait la famistrégène autoleucel dans les patients, chez les patients qui sont atteints de synovialosarcome en phase avancée ou chez les patients atteints de liposarcome myxoïde à cellules rondes. Donc, un bref rappel juste sur ces deux sous-types de sarcome, ce sont deux sous-types de sarcome des tissus mous à fusion, donc comme pour la plupart des sarcomes des tissus mous, en première ligne, en situation avancée, on a un standard qui est l'association diphosphamide et doxorubicine. Et pour les lignes subséquentes, on n'a aucun standard. Sur les sperticelles, dont fait partie la famicelle, les sperticelles, en fait, ce sont des cellules T modifiées, qui ne sont pas des carticelles, qui sont des cellules T dont on a modifié le TCR pour augmenter l'affinité du TCR vis-à-vis d'un peptide spécifique. Et la famicelle, c'est un sous-type de sperticelle qui va cibler spécifiquement l'antigène MAGA4 présenté par la HLA de type A2. Et en fait, cet antigène MAGA4, on sait qu'il est surexprimé dans un divers panel de type cancéreux, et en particulier les synovialosarcomes et les liposarcomes myxoïdes. L'essai SPER-ED, il a été développé sur la base des résultats d'un essai pilote de phase 1, qui est un essai basket sur 9 types tumoraux, et en particulier qui incluait les synovialosarcomes, et qui avait montré en fait des résultats extrêmement encourageants, avec une réponse partielle à 50%, et surtout des durées médianes de réponse très intéressantes, avec une durée médiane dans les synovialos de réponse de 28 semaines. Pour les liposarcomes myxoïdes, on n'avait pas de réponse, mais un signal d'efficacité avec surtout une stabilisation de la maladie. Donc à partir de cet essai pilote a été développé SPER-ED1 parmi d'autres essais. Et SPER-ED1 a donc pour objectif d'évaluer l'efficacité de la famicelle dans le synovialosarcome et les liposarcomes myxoïdes à cellules rondes. Donc en ce qui concerne les critères d'éligibilité, les patients devaient avoir un diagnostic prouvé d'un de ces deux sous-types de sarcome des tissus mous, devaient avoir reçu au minimum une ligne de traitement incluant anthracycline et ifosfamide, et étaient également screenés sur la base de la positivité sur leur typage HLA en HLA-A2, et leur tumeur devait présenter une expression de MAGA4 qui était définie par une expression de plus de 30% des cellules tumorales. Donc l'endpoint primaire, c'était le taux de réponse global, et les endpoints secondaires incluaient la safety, la PFS et l'OS. Donc sur le design de cet essai, après un pré-screening donc sur le typage HLA-A2 et sur la positivité de MAGA4 sur tissu tumoral, les patients avaient une lymphodéplétion par chimiothérapie cytotoxique qui incluait cyclophosphamide et fludarabine, puis un transfert adoptif de cellules T modifiées, donc des sperticelles. Sur les données de screening de cet essai, on avait en fait 330 patients qui ont été screenés. Parmi ces patients-là, c'est effectivement, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, environ la moitié qui avaient une positivité pour HLA-A2. Et parmi ces patients encore, on avait environ 60% qui étaient positifs, dont la tumeur était positive pour MAGA4. Donc finalement, on n'a vu que 37 patients qui ont pu effectivement recevoir le transfert adoptif d'afamicel. Concernant les caractéristiques des patients, on avait une petite surreprésentation d'hommes, ce qu'on attend dans ces sous-types de sarcome, et un âge médian de 42 ans. 32 patients atteints de synovialo étaient inclus, versus 5% atteints de liposarcome myxoïde à cellules rondes. Et ce qu'on peut noter, c'est que c'était des patients qui avaient été lourdement pré-traités, avec notamment une médiane de traitement reçu au préalable de 3.
En ce qui concerne les effets secondaires, comme on l'a vu par exemple pour les CAR-T-cells, les effets secondaires particuliers auxquels on s'intéresse, ça va être notamment le syndrome de relargage cytokinique. Donc ici, on avait 59% des patients qui ont présenté un syndrome de relargage cytokinique, mais ce qui est important de noter, c'est que la plupart de ce syndrome était de bas grade et il y a un seul patient qui a fait un grade supérieur ou égal à 3. Et le reste des effets secondaires étaient essentiellement liés en fait, à des toxicités hématologiques en lien avec la chimiothérapie cytotoxique. Avec quand même la moitié des patients qui ont eu besoin de tocilizumab. Oui, tout à fait, tout à fait. En ce qui concerne l'endpoint primaire, donc le taux de réponse global, on voit ici un waterfall plot qui est assez satisfaisant, avec un taux de réponse global sur ces deux sous-types de 39,4% et 41,4% en particulier chez les synovialo, et dont deux réponses complètes, ce qui est particulièrement notable. Et à noter effectivement que ces réponses sont non seulement assez conséquentes, mais également prolongées. Si on se rappelle en fait les données de la phase 1, on avait environ 7 mois de médiane de durée de réponse, ce qui est très très encourageant. Ça, c'était juste pour vous montrer en fait qu'on observe une réponse sur une large fenêtre d'intensité d'expression de MAGA4 ainsi que sur un large spectre de doses de cellules injectées. Voilà, c'est l'essai que je voulais vous montrer puisque c'est un essai qui est voué à être un essai d'enregistrement de cette thérapie-là, de l'afami-cel. Et c'est voilà, assez rare d'observer des réponses aussi profondes et prolongées avec des thérapies innovantes dans les sarcomes des tissus mous. C'est splendide. Tu as une idée de comment l'Europe va prendre ces données? Est-ce qu'il va falloir une phase 3? J'imagine que non, tellement c'est une situation rare. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ces données? Je vois mal devoir attendre une phase 3 pour valider la validation, enfin pour avoir une validation en Europe. Effectivement, la FDA, ils attendent une validation dans les 2 ans, donc je pense qu'il faudra suivre, ouais, tout à fait. Ok, bon, à suivre, très belle nouvelle. Je vais te prendre ça si tu veux bien. Et on va, ce n'est pas une fois de plus un tour de magie. Nous avons un deuxième barbu qui a remplacé notre premier. C'est un petit peu comme dans les soirées post-électorales, le dimanche soir. Il y a différents orateurs qui viennent. Il est à ma droite, à ma gauche, etc. Allez, dis-nous un petit peu, Pablo, les scoops des tumeurs pédiatriques. Donc, d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à présenter, même si la pédiatrie est la dernière, mais je vais essayer de faire le mieux. Donc, nous sommes tous un peu fatigués, mais dans les prochaines minutes, je vais présenter un peu les scoops à l'ASCO. Après, je pense que c'est toujours important, et merci de nous avoir invités à la pédiatrie, parce que je pense que ça, c'est la force aussi de Gustave Roussy, de la collaboration oncologie adulte, oncologie et pédiatrique. Et l'étude que Clémence a montrée, c'est un bon exemple. Ça a recruté à partir de 16 ans, mais on est en train d'amender le protocole pour recruter à partir de 10 ans. Et je pense que ça, c'est la force aussi. C'était grâce à la collaboration de Gustave Roussy qu'on a pu faire ça. Donc ici, c'est un autre exemple de l'importance de la collaboration. C'est une étude qui a recruté des patients de plus de 10 ans pour les sarcomes de Ewing, que c'est les sarcomes osseux 12e en fréquence chez l'enfant, l'adolescent et jeune adulte. On avait déjà montré ces données à l'ESMO il y a quelques mois. Ici, ils sont montrés un peu plus d'informations avec un peu plus de suivi. Donc, pour rappel, les sarcomes d'Ewing ont une fusion caractéristique. C'est le TK1216, c'est un médicament qui cible cette fusion. On avait déjà parlé que c'était bien toléré. La toxicité, c'était plutôt à niveau hématologique. Mais il a traité plusieurs dizaines de patients. Et ici, ils sont montrés en cohorte un peu plus grande que la dernière fois. Et sur 31 patients avec une maladie qui était évaluable, il avait quand même des réponses intéressantes sur 10% de ces patients. C'est des patients qui avaient un moyen de 3 ou plus lignes de traitement précédents. Donc, c'est des données intéressantes. C'est vrai que si on regarde les courbes des PFS, ce n'est pas génial, mais quand même, il avait des réponses et des réponses maintenues dans le temps pour quelques patients. Mais c'est vrai que les réponses n'étaient pas si magnifiques comme on aurait attendu pour un traitement qui sont de cibler cette fusion. Et ici, j'ai mis les données des réponses pour Recure, que c'est la chimiothérapie en première ligne pour les patients avec un sarcome d'Ewing. Et après, les inhibiteurs hétérosine kinase de type cabozantinib, l'étude Cabon, ou Regubon, qui semblent un peu mieux. Après, on ne peut pas comparer, mais on attend de voir les données qui vont venir dans les mois à venir de cette étude parce que la phase 2, c'est encore en cours.
Et après, un peu pour finir, c'est un peu parler du profilage moléculaire des patients non récidifs, des enfants et adolescents avec des tumeurs récidives. Il y a eu plusieurs études qui ont été présentées à l'ASCO. C'était Birgit Georger de Gustav Rossi qui avait fait la discussion des 3 études. Globalement, c'est des centaines de patients avec des profilages moléculaires faits de la tumeur au moment de la récidive. Il y a différents types de techniques, Holexome, RNA-seq, NGS panel. Mais le plus important, c'est qu'il y a un groupe de patients qui ont reçu les traitements selon les profilages. Il y a des bénéfices clairs pour ce type de patients. Donc je pense que le message, c'était il y a un bénéfice des profilages moléculaires pour ce type de patients. Après, c'est aussi quelque chose qui n'est pas si nouveau. On avait déjà présenté l'expérience de la France dans les protocoles MAPIAX à l'ASCO en 2019. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une réalité pour les patients en France. Et ça, on peut le faire dans le cadre des soins, dont France Médecine Génomique 2025. Donc c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. Super, merci bien. Et on est juste dans les temps. Bravo à tous les 2, tous les 3. Est-ce qu'il y a des questions, s'il y a encore des vivants dans l'assistance? Je compte quelques vivants, je compte moins de questions. Oui, Capucine, est-ce qu'il y a un micro? Il n'y a plus de micro. Si, il y a un micro qui court. Merci Audrey. Merci Pablo, enfin merci à tous les 3, merci Pablo. J'ai juste une question du coup, le profilage moléculaire aujourd'hui en pédiatrie, c'est systématique pour tous les patients avec France Génomique 2025? Oui, donc ça fait partie des soins au moment de la récidive, oui. Et après, au moment des diagnostics initiaux, on peut aussi les faire, mais c'est dans le cadre de la recherche, dans un protocole qui s'appelle MICADO. Mais oui, dans la récidive, on a la possibilité de faire whole genome, RNA-seq, dans le cadre de France Médecine Génomique. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, un immense merci non seulement aux 3 orateurs, mais aussi à tous ceux et celles qui les ont précédés. Et puis à vous tous pour être restés. Donc on se retrouve peut-être pour l'ESMO à la rentrée et puis dans un an pour l'ASCO. Très bonne soirée à tous et merci beaucoup.